canyons, mais il y en a de très beaux chez nous. Suivez-moi et soyez donc prêts pour une balade intense et pleine de rebondissements. La connaissance du territoire semble d'une première importance. Cela permettrait à nos concitoyens et aux visiteurs étrangers de s'orienter vers notre canyon sans trop d'embûches. En voici l'itinéraire. Zayo Bessam. Un parcours de 29 km. Ici, la route goudronnée se suspend. Plusieurs pistes se proposent. Mais ne vous inquiétez pas. Optez pour celle de droite. Vous traverserez une petite agglomération d'habitants. Passez sous le pont et longez le canal jusqu'à la maison du gardien du canal, où vous pouvez laisser votre véhicule en toute sécurité. Le gardien, lui aussi, pourra vous fournir d'amples informations sur les accès variés au canyon. Voilà, ça c'est le terminus. Derrière moi, il y a la maison du gardien du canal, et plus loin, c'est la ville de Zayo. Et en face, c'est le canyon. Tout au long du fleuve, il existe des noms de lieux en fonction de leur forme, témoins éternellement présents que les générations indigènes se transmettent, s'insérant ainsi dans la mémoire collective. Ces toponymes, disons des noms de lieux, en fonction de leur forme ou représentant un fait marquant dans l'histoire de la région. Par exemple, à commencer par Wad Malek, un grand torrent, lequel, lors des crues, déverse d'énormes quantités d'eau dans la Mouya et sur lequel l'État a construit un pont long de 250 mètres, portant en son sein le canal d'irrigation de la plaine de Sebra. C'est parti donc pour un joyeux périple à travers monts et vous. Un canyon vous reçoit dans toute sa majesté. Le bâtard d'eau. Il s'agit d'une sorte de digue établie autrefois dans le lit de la rivière de façon provisoire par les services du chantier d'irrigation. À l'époque, ce bâtard d'eau était destiné à retenir les eaux et faciliter leur pompage. À présent, il n'a plus la même fonction. Il permet de traverser le cours d'eau sans perdre pied. Le site héberge des populations végétales moins abondantes qu'ailleurs, mais certaines variétés de plantes sauvages et végétation des berges, telles le palmier nain, l'alpha, le chêne, les lauriers, le tamari commun, joncs et quenouilles, donnent un attrait particulier à l'environnement. Faut dire qu'on était éreinté par la marche, alors il fallait se reposer un peu, le temps de se ressourcer. Voilà. Oh, la jolie cascade! Le canal d'irrigation alimentant Trifa, région agricole dans la province de Berkane, est bréché quelque part
laisse une fuite d'eau qui ruisselle, donnant naissance à cette jolie cascade et formant une véritable alliance avec ce paysage rocheux. Alors actuellement, nous nous dirigeons vers cette montagne en face pour faire découvrir ce qu'on appelle ici la grotte des pigeons. Là, c'est une plante passe-partout. Elle est très commune chez nous. C'est la lavande. C'est une plante à plusieurs vertus. Voilà. Attention, il ne faut pas s'approcher de cette muraille. Il y a risque d'avalanche. Méfiez-vous, hein. Nous sommes à peu près à plus de 20 km de Zaïo, direction sud. En aval du fleuve, l'embouchure est aux environs de 60 km, où les eaux vont se déverser dans la mer Méditerranée. La rivière est longue de 600 km et prend sa source au Moyen et au Haut Atlas. En amont, le barrage Mashra-Omadi, mis en service en 1956 et dont les eaux irriguent les plaines de Sebra et Trifa et alimentent bon nombre de villes du Rif oriental en eau potable. Et plus loin, le barrage Mohamed V, qui est un barrage poids, aménagé en 1967, autrefois appelé Klila, dont la centrale hydroélectrique alimente la province de l'Indre où l'électricité demeure parmi les trésors de ce fleuve. Oh oui, le fleuve et ses flancs présentent une biodiversité très importante. La faune piscicole offre quelques variétés dont certains pêcheurs sont très friands. Anguilles, barbeaux, crevettes, crabes et mulets. Et d'autres espèces importées telles le brochet, le black bass, le cendre, la perche soleil et le gardon. Au cours de son histoire, la rivière n'a pas échappé à une catastrophe écologique qui s'est produite en juillet 2011, causée par les déchets des produits toxiques émanant des bouches de la sucrerie de la ville de Zaïo. Un drame sans précédent dont les répercussions ont été désastreuses à bien des égards. Qu'en dire de la population de la faune sauvage? La faune sauvage chemine vers l'extinction d'une année à l'autre. À dire vrai, elle a toujours été moins riche que dans le reste du pays. Les espèces endémiques telles les perdrix, les cailles, les lièvres, les huppes, les alouettes, les tourterelles et les passereaux. Des canidés, on citerait des renards et des loups, des félidés, des chats sauvages et des genettes, des rongeurs, les écureuils, des marmottes, le porc-épic et les rats des champs. Des mustélidés. On noterait des loutres que l'on rencontre de temps à autre, mais tout ce qu'il faut dire, cette population tend à la raréfaction d'une année à l'autre. Vers le début de l'hiver, des palmipèdes comprenant une bonne variété de canards sauvages, ainsi que certains oiseaux macrodactyliques comme des échassiers, foulques et poules d'eau, manifestent leur présence. Certaines d'entre elles se plaisent dans le fleuve et s'y sédentarisent. Côté rapace, la buse pâtue, le faucon pèlerin peuple les pics et rarement des aigles pêcheurs y donnent signe de vie. Toujours est-il que des essaims de falconiformes envahissent le site pour un moment et repartent aussitôt pour rejoindre leur pays d'origine. Quant aux reptiles, depuis les lézards des murs aux serpents les plus venimeux y trouvent leur gîte. La prudence est une condition sine qua non. Après le gué, on est dans un confluent. Il va falloir remonter une sorte de ruisseau qui est à l'origine un torrent sec. Cependant, les eaux qui y ruissellent sont des fuites du canal que l'on verra un peu plus loin. Les concrétions calcaires formant des terrasses étagées enfantent des mini-lacs appelés gourds. Une eau fraîche et limpide qui vous invite à faire trempette et à vous relaxer.
du chemin, nous allons tâcher de débusquer les gros marbots qui ont de la chance. Maintenant, c'est raté, juste pour le plaisir. Hein. Cette rivière nous évoque une sorte de tourbière, un milieu précieux qui abrite des bryophytes, une variété de mousses et de fougères. Les bryologues avancent qu'il existerait plus de 25 000 espèces. Ce sont des plantes vivaces qui poussent à l'ombre aimant les terrains bien drainés. Il paraît qu'elles ne possèdent ni racines ni système vasculaire. Elles sont dotées d'un pouvoir de rétention inestimable, et c'est ce qui leur donne cette résistance à la sécheresse. En plus, elles représentent un garde-manger qui contribue à l'équilibre de l'écosystème. Voilà, ça c'est le palmier nain. Ça donne des dattes. Et ces dattes, en principe, elles ont de multiples vertus. À savoir, lutter contre l'hypertrophie de la prostate. La grotte des pigeons est en face de vous, là-haut. Et voici le trou où gîte un animal nocturne, craintif, mystérieux. C'est bien le porc qui pique. Nous allons nous permettre de faire une invasion dans ce trou, histoire d'y jeter un coup d'œil. Doucement les gars, hein. Surtout ne pas se cogner contre les parois de la cavité. Vous risquez de vous faire des bosses. Et c'est pas joli. Ah tenez, j'ai trouvé. Voilà, une belle pièce d'accusation. S'il y en a une autre, il y en a deux. Hyper belles ces aiguilles. Oula. Voilà, il y a un œil de bœuf sur la droite et un autre à gauche. Voilà. Et c'est sûrement dans ce trou qu'il loge. Ou bien dans un autre que j'ai dû voir quelque part tout à l'heure. Le voilà. Alors, regardez cette merveille. Ce sont des piquants qu'il a dû perdre ou libérer lors d'un combat lié à une parade nuptiale. Et je vous rappelle que chez les femelles, la gestation dure 215 jours. Elles sont hyper belles, hein, ces aiguilles. Et admirez le décor, c'est hyper beau. Observez les rayures en noir et blanc. Ça vous dit quelque chose? Le serpent tricot ou le star tambour. Et ces piquants lui servent d'autodéfense et de flotteur sur l'eau. Arme redoutable contre d'éventuels prédateurs. Ces piquants sont hérissés de barbe, pointés vers l'arrière, et ce qui rend difficile l'extraction
et douloureuse. D'aucuns croient que ce mammifère projette ses picots sur ses agresseurs. En réalité, c'est faux. Ce n'est qu'au contact qu'il transperce son ennemi. Faut dire que l'escalade n'est pas si simple que ça, hein. Attention, si vous chavirez, vous allez tout droit à votre cercueil. Faites gaffe. Et surtout pour ceux qui ont le vertige, c'est déconseillé. Vous me verrez avec cette torche. Vous me prendrez pour Diogène de Sinope. Mais Diogène se servait de sa lanterne pour chercher l'homme. Moi, c'est pour éclairer l'obscurité de la grotte. Le pont en face. Le pont en face remplit les mêmes tâches que celui qui traverse Oued Malek. Il enferme le canal d'irrigation qui alimente la région de Berkane. En principe, il s'agirait d'un paysage karstique, une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydraulique. Eh bien voilà, nous sommes maintenant à la grotte des pigeons. Et elle vous reçoit avec cette grosse gueule et à bras ouverts. Bon voilà, on y est, on grimpe, on n'est pas des chercheurs d'or, on n'est pas non plus de grands spéléologues, mais on est des chercheurs de beauté que Dieu a mis à la disposition de l'humanité. La grotte présente quelques obstacles en premier temps. L'obscurité et quelques efforts pour se déplacer, mais bon, quand on est téméraire, rien ne nous arrête. Non mais sérieusement, vous ne pouvez pas croire. Je sais pas en fait si vous réalisez l'impression que ça fait. Et c'est ce que nous cherchons, l'émotion. Quand vous pouvez voir, pas de fossiles, aucune existence d'art pariétal, aucune trace d'occupation de Landertal. Mais le silence et l'abandon y sont présents. À vrai dire, c'est une grotte vierge. Par contre, on remarque une légère formation de stalactites par concrétion, c'est-à-dire l'eau chargée de dioxyde de carbone dissout le calcaire des roches perméables qu'elle traverse et, au contact de l'air, elle se cristallise à la voûte de la grotte. Parfois, des stalagmites se forment de sol de la grotte et c'est l'effet splash. L'effet splash des eaux calcaires. Seule chose dont notre grotte semble avare. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est très labyrinthique. Alors, vous avez une sortie
en bas et en haut, une porte qui s'ouvre vers le ciel. Et si le canyon? Bon, c'est rarissime de trouver des endroits pareils. Alors, admirez la beauté de ce paysage. Exploration terminée, les gars. On s'en va. Et une baignade sera bien méritée, hein. Ça, c'est mon liquide amniotique. On me sort d'ici, je craverai. Et maintenant, de retour au canyon, nous allons commencer par le premier toponyme. Khnafrlajel. Les aborigènes l'ont appelé Khnafrlajel, c'est-à-dire les naseaux du bœuf. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Je vous laisse admirer cette petite grotte avec ses deux gros trous grossièrement circulaires et juxtaposés, faisant office de porte. Une grotte formée de conglomérats causés par la sédimentation et qui a abrité tant de visiteurs qui y viennent camper un bout de temps. Tagargasht. Nous sommes apparemment devant une belle toile nommée Tagargasht, qui est un attribut amazigh pour signifier décoré, en référence aux parois des roches qui se distinguent de certaines couleurs, allant du blanc au gris-bleu. Observez aussi les stries qui se dégagent du rocher. On dirait des rayures laissées par le passage d'une grosse fourchette ou d'un râteau. Plus on remonte le fleuve, les rochers opposés, ouverts par endroits, donnant l'impression d'un étau ouvert, permettaient aux cervidés qui peuplaient les montagnes de Bassam de traverser en sautant la rivière. D'où l'appellation en langage vernaculaire Tengiz tel Atrous, avec son équivalent en langue de Molière, saut de bouc. À présent, quoique cet animal, au bois caduc et anour, ait disparu totalement du lieu depuis plus d'une génération, l'endroit conserve toujours le toponyme. Observez ces gorges. Un chambardement inextricable, mais combien beau. D'aucuns auraient dit que ce sont les eaux qui auraient sculpté ces belles gorges en raison des intempéries. Ce canyon est tellement étroit, dangereux et peu hospitalier que toute randonnée y semblerait périlleuse. Pourtant, l'amour de l'insolite vous invite à percer le mystère de ces falaises de grès, de calcaire et de schiste avec tout ce corps montagneux infranchissable. Cependant, de simples bateaux gonflables, un kayak, une pirogue, vous offriront de bonnes balades au long de cette majestueuse rivière hautement patrimoniale, laquelle, comme vous pouvez le constater, n'a subi aucune altération liée aux activités humaines. Pas de prélèvement de granulats, pas de traces de pollution. Les hautes gorges nous exhibent les plus hautes parois rivalisant de beauté des paysages et le tracé particulier du fleuve nous peint un site magnifique et enchanteur. En amont du canyon, il existe des crevasses d'accès un peu acrobatiques, des falaises à hauteur variable. On en distingue des plongeantes, dont les images paraissent hyper belles en contre-plongée. Personne jusqu'à présent ne s'est intéressé à l'histoire géologique de cette région pour nous dire son âge et comment ces précipices, ces failles, ces abîmes, bref, toute cette beauté chaotique s'est formée.
La Terre, une planète en perpétuelle transformation, car continuellement en action. Un questionnement s'impose. Quelle en est la cause? Est-ce le fleuve qui a façonné ces rochers? Est-ce l'essayisme? Est-ce le retirement des océans d'il y a des millions d'années, comme l'expliquent les géophysiciens? Ou est-ce simplement l'une des œuvres de Dieu, comme le mentionnent les textes canoniques ou apocryphes? En tout cas, c'est un mystère géologique de très grande taille. N'est-ce pas un lieu d'évasion romantique? Une cure naturelle, une épuration du psychisme? Parfois, plus on contemple ces rochers, plus les rêves s'ébranlent. Un certain anthropomorphisme qui s'en dégage. Et c'est le moment d'entrer dans un dialogue virtuel avec des formes d'individus étranges qui meubleront votre esprit. Votre âme se métamorphose. C'est un voyage qui commence dans un lieu et qui vous ramène au non-lieu. Une transhumance spirituelle s'opère. C'est l'ataraxie ou l'accès à l'homéostasie. Loin du buzz médiatique, loin des attentats, loin des bombardements, loin des nuisances et de toute pollution causée par l'urbanisme, loin des pourparlers à crever les tympans, loin de la guerre pour un baril de pétrole, loin des rapports sociaux basés sur l'hypocrisie, les artifices et la manipulation, loin de cet argent qui a mis sa tutelle sur le destin de l'homme. Loin du transhumanisme trop ambitieux. C'est ici qu'on apprend que le bonheur ne s'achète pas dans une boutique ou se fabrique dans un quelconque atelier. C'est dans l'ancêtre de cette magnificence naturelle que réside la vie. Quel mécénat naturel! Qu'aurait éprouvé un Michel-Ange ou un Botticelli, un Goethe, un Thomas More ou un Lamartine s'il leur était arrivé de passer par ici? Fleuve mon amour, pour toi que j'ai chanté, et cette eau parlante qui voyage en liberté. Cette muraille de rochers défendant tes beautés, et toute cette magie dont je suis fasciné, c'est l'histoire d'un amour, d'une transe qui est née. En toi je fais ma cure d'un passé enterré. Ah bah oui. Fallait ramasser du bois pour se chauffer. Car la nuit, c'est pas doux en saison de printemps, hein. Et si je me sers de ça, c'est pour vous dire que je suis le dernier des cervidés. Voyez-vous, mes amis, ce croissement de grenouilles et ce déferlement des eaux me renvoient à l'Antiquité grecque. Et selon la mythologie, c'est Thétis qui aurait engendré ce magnifique fleuve. Comme les naïades, des nymphes aquatiques vivent dans les eaux douces, et il est fort possible que l'une d'entre elles vienne jubiler ce soir avec nous. Faut y croire, hein. C'est presque cuit tout ça, hein.
J'ai de la fumée plein les yeux. Ô belle liqueur, temple sans prière, où j'ai noyé d'horribles souffrances. Sublime beauté, reine des rivières, dont les eaux claires dictent les romances. Et ce ruban fort admirable, cachant des choses impondérables, où voyages-tu avec ces eaux? Vers quelle demeure et quel berceau? Sur tes murailles aux couleurs grises, herbes et buissons chantent sous la brise des mélodies et des adages que le soleil chaque jour propage. Et ces beautés tendent dans leurs raies, changeant de mine toutes les saisons, dans leur filet logent des secrets dont les artistes peignent la toison.